Parce que je commence à en avoir de plus en plus marre des trucs emballés dans du plastique, ou quand tu vas acheter une aubergine, tu sais pas pourquoi l'aubergine elle est dans un plastique. On dit qu'en 2025 il n'y aura plus d'eau. Est-ce que t'as vu ce que ça fait un citadin quand tu le mets en pleine nature ? Je sens quand même en moi que j'ai une mission à accomplir. Allez, c'est parti. La vie va où ? Un podcast proposé par Fanny Blondeau. Chers auditeurs, connaissez-vous la différence entre les abeilles domestiques et les abeilles sauvages ? Pas d'inquiétude. Il y a encore quelques années, pour ma part, une abeille faisait forcément du miel, et puis voilà. Cela dit, vous avez sans doute déjà lu, entendu, voire discuté avec votre entourage de leur extinction et du véritable fléau que cette conséquence a pour la planète et évidemment pour les humains. Il existe plus de 900 espèces d'abeilles en France, dont la grande majorité ne fabrique pas de miel, ne vit pas en colonie et ne pique pas. Ces abeilles sauvages, aussi appelées abeilles solitaires, sont bien différentes de leurs cousines domestiques, mais tout autant en danger. Ce mois-ci, je vous invite à écouter Pauline, jeune trentenaire, salariée de l'entreprise Un Toit pour les abeilles et chargée du projet Les Dorloteurs, mis en place pour la protection des abeilles sauvages en France. À quel point les abeilles sont-elles importantes pour l'ensemble de l'écosystème ? Et comment participer à la sauvegarde de ces espèces ? Épisode 16. Dorlotons les abeilles. Alors, je m'appelle Pauline, je vais avoir 30 ans, j'habite à La Rochelle depuis maintenant 2 ans. Je suis originaire de la région parisienne et je travaille depuis quelques années pour la protection des abeilles sauvages. Ça a été autant un parcours personnel que professionnel. Il y a eu pas mal de hasards dans mes études qui ont fait que j'ai fait donc une classe préparatoire et ensuite une école d'ingénieur agro. Donc dans l'agronomie, c'est assez vaste, hein. Il y a de l'agroalimentaire, il y a de l'environnement, il y a de l'agronomie pure. Je me suis spécialisée moi en gestion de projet et à la sortie de mes études, j'ai pas trouvé tout de suite d'emploi dans l'agronomie et l'agroalimentaire. Donc j'ai pris un premier poste de chef de projet dans une boîte qui faisait de la formation, plutôt orientée technique, ingénieur. Et au bout d'1 an et demi, 2 ans, j'ai voulu me recentrer sur le sujet de mes études, donc l'agroalimentaire. Moi, je m'étais un peu spécialisée là-dedans. Et donc, j'ai pris un poste de chef de produit dans un grand groupe agroalimentaire en me disant que c'était exactement ce que je voulais faire parce que ça collait vraiment à mon parcours et que c'était cohérent avec mes études, quoi. Sauf que au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que ça me correspondait pas trop à moi personnellement. Donc, j'ai quand même tenu 2 ans. Et au bout de 2 ans, j'ai vraiment eu envie de changement à la fois sur le plan personnel que professionnel. Donc on a voulu partir de Paris. Moi, j'ai voulu trouver un boulot qui me correspondait plus, tout en restant dans la gestion de projet. Et voilà, c'était la partie que j'aimais bien. Mais vendre quelque chose qui me parlait et voilà, qui n'allait pas contre mes convictions et mes valeurs. Et donc on a quitté Paris, on a trouvé autour de La Rochelle et moi j'ai trouvé une entreprise. J'ai eu du mal à rentrer dans cette entreprise mais je voulais vraiment cette boîte-là qui s'appelle Un Toit pour les abeilles et qui œuvre depuis une dizaine d'années pour la protection des abeilles à miel, qui développe plein de projets satellites autour de la protection de la biodiversité, surtout des abeilles, c'est un peu le cœur du sujet de l'entreprise. Mais voilà, j'avais envie de travailler pour quelque chose qui me tenait moi personnellement à cœur et être un peu alignée entre ce que je suis dans la vie de tous les jours et ce pourquoi je travaille, parce que quand on travaille c'est quand même on va dire 8 heures par jour en moyenne, c'est pas rien. Donc faire quelque chose qui nous parle et qui est en phase avec ce qu'on a envie de faire sur Terre, c'est pas mal. Et pourquoi tu dis que ça a été difficile de rentrer dans cette boîte ? Parce que c'est une toute petite entreprise qui n'avait pas de poste forcément ouvert au moment où moi je cherchais. Je me suis un peu accrochée, je voulais, voilà, j'avais d'autres opportunités ailleurs dans la région, mais qui me parlaient moins. Ça restait dans l'agroalimentaire, dans ce que je faisais avant et que j'avais eu envie de quitter.
La thématique des abeilles, moi, me parlait particulièrement. Et je ne connais pas d'autres entreprises en France qui fassent ça. Et voilà, je savais que je m'éclaterais dans cette boîte-là, sur cette thématique-là. Et donc, j'ai pas lâché l'affaire. Ça a pris quelques mois, mais j'y suis. Est-ce que tu peux me parler un peu de ce que fait précisément cette entreprise et du coup me présenter les Dorloteurs, parce que c'est le projet dont tu t'occupes maintenant? Alors depuis 10-11 ans, le cœur de métier de l'entreprise, qui est l'activité historique et qui reste aujourd'hui l'activité principale, c'est la protection des abeilles à miel. Donc les abeilles à miel, c'est les abeilles domestiques qu'on connaît tous, qui font du miel, qui vivent dans une ruche, qui passent par le parrainage de ruches. Donc les particuliers comme les entreprises peuvent parrainer soit une partie d'une ruche ou une ruche tout entière. Et en contrepartie, le parrain ou la marraine reçoit des pots de miel personnalisés qui viennent du rucher qu'il a contribué à développer. Donc ça, c'est vraiment l'activité principale. À savoir que quand ça a été lancé il y a un peu plus de 10 ans, on parlait très peu des problématiques qui étaient rencontrées par les abeilles. Donc il y a eu aussi toute une démarche de pédagogie, de sensibilisation du grand public, des médias. Ça a été un vrai parcours. Aujourd'hui, quand on parle des problématiques rencontrées par les abeilles, dans la rue, il y a 9 personnes sur 10 qui vont en avoir déjà entendu parler, quoi. C'est plus un sujet de niche, c'est vraiment quelque chose dont quasiment tout le monde a déjà entendu parler. Et il existe aujourd'hui d'ailleurs pas mal d'autres initiatives autour de cette thématique-là. Et l'idée, c'était de se dire, bon, nous, on a eu ce parcours-là sur l'abeille à miel. C'est une espèce d'abeille. En France, il y en a quasiment 1 millier. Dans le monde, il y en a 20 000. Et on s'intéresse tous à cette espèce-là parce que c'est celle que l'homme connaît, parce que économiquement, elle a un intérêt, puisqu'elle fait du miel. Et c'est celle qui est la plus visible parce que une colonie d'abeilles, c'est 40 000 individus. Donc clairement, ça passe pas inaperçu, quoi. Mais il y a une biodiversité qui est juste incroyable, que ce soit... alors, dans les abeilles, on disait il y a 1 millier d'abeilles en France, mais il y a des papillons, il y a les oiseaux, il y a les chauves-souris, enfin... Il y a toute une biodiversité, un écosystème qui est hyper fragile. Si on enlève un maillon, il y a tout qui se casse la figure. L'idée, c'était de se dire, bon, on est parti d'une espèce d'abeille, il faut faire pas à pas. De toute façon, on ne peut pas protéger toute la biodiversité d'un coup. Mais voilà, monter une marche en plus et petit à petit, élargir un peu le spectre de ce qu'on fait historiquement. Et donc, début 2020, on a voulu lancer un projet autour des abeilles sauvages. Donc les abeilles sauvages, contrairement aux abeilles domestiques, elles ne font pas de miel, elles ne piquent pas, elles ne vivent pas en colonie. Elles ont des modes de nidification, des cycles qui sont très différents de l'abeille à miel. Et elles sont hyper importantes. Alors à la fois dans l'écosystème, on en parlait tout à l'heure, si on enlève un maillon, il n'y a plus rien qui fonctionne. Mais même si on reste centré sur l'homme, si on enlève ces abeilles-là, ces abeilles sauvages, juste on peut plus se nourrir. Parce qu'elles sont responsables de la pollinisation. Elles sont 4 fois plus efficaces en moyenne pour leur action de pollinisation que des abeilles à miel. Et il y a à peu près 80% des cultures donc, qui servent à nourrir la planète qui dépendent de l'action de ces pollinisateurs. Donc on enlève les pollinisateurs, on se nourrit plus. Sachant que la population mondiale, elle a plutôt tendance à croître plutôt qu'à décroître. Donc on voit bien que dans l'équation, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, quoi. Donc on s'est dit, on voudrait que chacun puisse faire sa part. On parle beaucoup, nous, dans l'équipe de la légende du colibri, où voilà, chacun peut avoir un petit impact à son échelle, mais c'est la somme de ces petits gestes et de ces petits impacts qui va faire qu'il pourra y avoir des gros changements. Donc on voulait lancer une initiative qui pourrait impliquer à la fois les particuliers, les entreprises, les collectivités. En fait, chaque personne qui avait envie de s'engager pour la protection de ces abeilles-là, en leur proposant voilà, des méthodes simples, un accompagnement, beaucoup de pédagogie aussi, un peu les ingrédients de ce qu'on avait fait pour le parrainage de ruches initialement. Donc les Dorloteurs, ça fonctionne de manière assez simple, c'est que donc c'est un abonnement annuel. On ne vend pas, on n'est pas des vendeurs d'hôtels à insectes, c'est vraiment une démarche globale d'accompagnement, de sensibilisation, de réintroduction d'abeilles dans leur espace naturel. Et c'est pour ça qu'on fonctionne sous forme d'abonnement. On ne veut pas juste vendre une maisonnette à abeilles et ensuite laisser la personne se débrouiller avec, parce que ça peut avoir un effet inverse, c'est-à-dire que si on installe un hôtel à insectes dans son jardin,
ce qui est déjà très bien, hein, c'est une première étape. Mais si on le laisse s'autogérer, qu'on ne le nettoie pas, qu'on ne l'entretient pas, ça peut devenir de vrais nids à parasites et finalement les abeilles qui vont venir s'y installer, au lieu de trouver un abri où elles vont bien pouvoir se développer, elles vont être affaiblies par les parasites qui se seront développés d'une année à l'autre. Donc l'idée c'est voilà, sous forme d'abonnement, la personne reçoit son dorlotoir, qui est une petite maisonnette à abeilles. Au début du printemps, le dorloteur ou la dorloteuse reçoit des petits cocons d'abeilles locales, et ça c'est important, j'en reparlerai tout à l'heure, mais on a vraiment à cœur de préserver les origines géographiques des abeilles. Les abeilles vont éclore entre fin février et début mars. Ensuite, pendant du début du printemps à la fin de l'été, elles vont faire leur nid. Donc elles pondent des œufs qui se transforment en larves et en cocons. Chaque abeille construit son propre nid, contrairement à l'abeille à miel, où il y a vraiment une société avec il y a la reine qui pond, les autres abeilles qui vont chercher pollen, etc. Là, ce sont des abeilles, on les appelle aussi des abeilles solitaires. Chaque abeille fait son propre nid, pond ses propres œufs. Et à la fin de l'été, du coup, la jeune génération est sous forme de cocons, qui se sont déjà bien développés. Et on demande aux dorloteurs et aux dorloteuses de nous renvoyer ces cocons-là pour les mettre à l'abri des prédateurs, des parasites qui pourraient les attaquer pendant l'hiver. Et donc nous, on les récupère, on les nettoie, sans action chimique bien sûr, c'est uniquement une action mécanique et de l'eau. Et on les conserve dans les meilleures conditions de température, d'humidité. Et au début du printemps suivant, on renvoie ces cocons à tous les dorloteurs du réseau dans le respect de leur origine géographique. Donc on en parlait tout à l'heure, l'idée c'est qu'un cocon qui nous a été envoyé de Strasbourg par exemple, on ne l'enverra pas à Marseille. Parce que même si c'est une même espèce d'abeille, on est persuadé qu'il y a des spécificités qui se seront développées chez l'abeille de Strasbourg et pas chez l'abeille de Marseille, parce que pas le même climat, pas les mêmes espèces végétales, etc. Donc voilà, le petit cocon qui nous a été envoyé de Strasbourg, il retournera dans la région de Strasbourg. Et en faisant ça, ça permet de recréer des petites zones de biodiversité, parce qu'on va pouvoir envoyer des cocons chez une personne qui peut-être n'avait plus d'abeilles déjà autour de chez elle. Et on ne perturbe pas les écosystèmes parce que c'est une abeille qui de toute façon était locale. Donc on n'intervient pas dans l'équilibre fragile de l'écosystème. Et il y a toute une démarche de pédagogie de sensibilisation. Dans les petits dorlotoirs, il y a des zones d'observation. En gros, ce sont comme des tubes qui sont transparents et ça permet de voir l'abeille qui fait son nid, qui pond ses œufs, et ensuite on voit l'évolution de l'œuf en larve, en cocon, etc. Et on est assez convaincus que c'est aussi en sensibilisant le grand public, en pouvant voir comment fonctionne une abeille sauvage, ce dont elle a besoin, quel est son cycle, qu'elle pourra, que les personnes qui accueillent ces abeilles-là seront sensibilisées, comprendront les besoins et pourront avoir un impact positif sur la biodiversité. Et est-ce qu'il y a est-ce que je peux appeler des enquêtes de terrain, c'est-à-dire est-ce que vous pouvez aller voir les résultats ou est-ce que vous arrivez à voir le résultat de cette démarche, quoi. Alors il n'y a pas d'enquêteurs de terrain, on est une toute petite équipe. Moi j'ai travaillé toute seule sur le projet pendant près d'1 an et demi, aujourd'hui on est 2. Mais par contre ce qu'on a mis en place c'est qu'on a une application et on a une interface aussi sur le site internet qui permet à tous les dorloteurs de France du coup de nous envoyer des photos, des vidéos de ce qu'ils observent chez eux et de remplir quotidiennement un journal de bord où ils vont nous indiquer quelle a été la date de la première abeille qui s'est installée, combien de tubes bouchés ils ont eu à telle date, etc. Et ça permet, au bout de quelques années, on aura une base de données conséquente qui permettra d'avoir une cartographie de l'état des abeilles sauvages en France. Ce qui n'a pas été fait parce que ça serait une étude scientifique qui serait juste énorme et démentielle. Donc en fait c'est un peu une étude collaborative si on peut dire. Et les gens le font de manière soignée, quoi. Ouais, complètement. C'est tellement passionnant de les voir, qu'ils puissent observer les abeilles, qu'ils ont envie de partager aussi ça avec les autres dorloteurs en France. Donc on reçoit beaucoup de vidéos, de photos, de petits messages. Ils remplissent leur journal de bord. On sent qu'il y a vraiment un investissement personnel. C'est pas juste installer un hôtel à insectes et puis le laisser vivre dans son coin. Il y a vraiment une implication personnelle, c'est presque comme s'ils adoptaient un petit chien ou un petit chat, on sent qu'ils sont hyper attachés à leurs abeilles, et du coup ils les suivent au quotidien. Ouais. Et en termes de chiffres, tu saurais me dire plus ou moins combien de personnes du coup ont accueilli un dorlotoir chez elles ? Alors depuis début 2020, donc ça fait un peu plus d'1 an et demi, on est à 3500 dorloteurs à peu près, partout en France.
Donc ça fait déjà un maillage qui est relativement intéressant. Ça permet de créer autant de petites zones de biodiversité. Et l'idée, c'est d'avoir une action sur la durée. Donc on propose aux personnes de continuer l'aventure sur plusieurs années et d'observer d'une année à l'autre les évolutions. Est-ce qu'il y a de nouvelles espèces qui seront installées dans les dortoirs? Est-ce qu'ils auront plus d'abeilles? Est-ce qu'ils auront moins de parasitisme? Enfin, c'est vraiment passionnant à voir sur la durée. Voilà, c'est pas un engagement sur une courte période, juste installer une petite maisonnette pendant quelques mois. Et voilà, chacun peut avoir un impact, mais sur la durée, c'est sûr. Et en termes d'accompagnement pédagogique, comme tu parlais, comment ça se passe d'un point de vue même communication ou pour expliquer aux gens comment ça se passe cette démarche pédagogique, comment vous présentez le projet pour que ça puisse vraiment intéresser les gens, etc. On a un système de gazette numérique mensuelle. Donc c'est comme si si les dorloteurs étaient abonnés à une petite revue qu'ils reçoivent par mail tous les mois, et on leur explique, ce mois-ci, vous pouvez observer telle espèce d'abeille, elles ont tel besoin, elles aiment telle plante, voilà. Et ça permet justement d'accompagner ce qu'ils voient avec tout ce qu'il y a derrière, les connaissances un peu techniques, qui vont pas aller chercher d'eux-mêmes parce que en plus c'est difficile, c'est des informations qui sont difficiles à trouver parce que ce sont des abeilles qui sont assez peu étudiées, assez peu connues. Donc de manière assez ludique, on les aide à accompagner le développement de ces abeilles-là. Et je voudrais revenir juste sur les abeilles à miel dont tu as parlé au début. Comment vous avez démarché les apiculteurs du coup qui vous aident du coup dans cette démarche complètement? Alors au début, j'avoue que moi j'étais pas encore là, donc je veux pas dire de bêtises, mais au début, effectivement, il y a eu des prises de contact avec des apiculteurs, d'abord en local, il me semble, et petit à petit, le réseau s'est étendu. Aujourd'hui, il y a une centaine d'apiculteurs partout en France qui sont partenaires d'un toit pour les abeilles. Et aujourd'hui, la tendance est un peu inversée, c'est-à-dire que ce sont plutôt les apiculteurs qui nous demandent d'intégrer le réseau, parce que pour eux, c'est vraiment une aide qui n'est pas négligeable du tout. On sait qu'il y a 300 000 colonies d'abeilles qui disparaissent chaque année en France, donc les apiculteurs, ils ont aussi des difficultés aujourd'hui pour pérenniser leur activité, vivre de leur activité. Et donc d'intégrer un réseau comme un toit pour les abeilles, ça leur assure aussi ils savent qu'il y a des primes d'installation quand ils installent de nouvelles ruches. Ils savent que le miel qui est produit, ils le vendront, puisqu'ils installent de nouvelles ruches quand il y a de nouveaux parrains qui souhaitent les aider, et du coup il y a le miel qui leur est automatiquement réservé. Donc c'est une sécurité aussi pour les apiculteurs, il y a une vraie aide. On leur achète le miel, alors j'ai pas du tout les chiffres en tête parce que je m'occupe pas précisément de cette partie-là, mais on leur achète le miel à un tarif qui est vraiment intéressant pour eux. Voilà, la tendance c'est un peu inversée, c'est plutôt eux aujourd'hui qui demandent à rejoindre le réseau pour avoir cet appui-là, cette visibilité-là aussi. Et aussi toute la communication qu'on met en place. Nous, en interne, on a la force d'une entreprise qui peut communiquer, qui peut, quand ils ont un coup dur, envoyer un mailing à quelques dizaines de milliers de personnes pour générer de nouveaux parrainages, pour aider s'ils ouvrent une cagnotte, ce que eux, isolément, n'ont pas la force de faire, ce qui est tout à fait compréhensible. Est-ce que, malgré tout ce que vous mettez en place, que ce soit un toit pour les abeilles et les dorloteurs, est-ce que vous avez quand même constaté, je vais dire, genre des catastrophes parce que les abeilles, on sait quand même que c'est en train de disparaître et que c'est assez inquiétant. Et est-ce qu'il y a quand même un aspect négatif malgré toutes ces démarches-là? Forcément, aujourd'hui, on disait il faut que chacun fasse sa part pour avoir de grands changements. S'il y a des décisions à l'échelle nationale ou internationale qui sont prises et qui vont à l'encontre de ce que chacun peut mettre en place chez soi, la balance ne sera pas là. Donc les décisions qui peuvent être prises sur l'utilisation des néonicotinoïdes, on en a beaucoup parlé, ce sont des produits chimiques qui sont très très toxiques pour les abeilles, qui alors à forte dose peuvent les tuer et à plus faible dose limitent leur capacité cognitive de reproduction. Voilà. Il y a des imports aussi de parasites, de prédateurs. On connaît tous le frelon asiatique. Et en fait, il a été importé par l'homme, le frelon asiatique. C'est une erreur humaine qui a fait qu'aujourd'hui, il y a des colonies entières qui sont décimées. Donc effectivement, il y a une vraie vigilance à avoir. On a l'impression que la nature s'en sortira toujours, mais c'est pas le cas.
c'est pas le cas. En 30 ans, en Europe, il y a 80% des insectes qui ont disparu. C'est effrayant. Et on parle, là c'est une étude qui a été menée sur les insectes, mais s'il y a 80% des insectes qui diminuent, il y a des oiseaux qui vont disparaître aussi parce qu'ils se nourrissent des insectes, les animaux qui se nourrissent des oiseaux qui vont disparaître, enfin, c'est des catastrophes en chaîne. Donc une petite abeille sauvage, on a l'impression que bon, une petite abeille en moins, c'est pas grand-chose, on la voit pas, en plus ça fait pas de miel, mais non, c'est grave, c'est grave. Et donc effectivement, aujourd'hui on essaye de contrebalancer avec notre initiative, et puis il y en a d'autres, contrebalancer cette tendance négative. Mais voilà, il faut que vraiment ça prenne de l'ampleur, que les gouvernements aussi prennent des décisions qui aillent dans ce sens-là, pour qu'on puisse observer un rééquilibrage, que les populations se stabilisent, puissent se redévelopper à terme, c'est l'objectif. Mais voilà, aujourd'hui on essaie surtout d'enrayer un déclin. Et tu en parlais au tout début que par rapport à ton parcours professionnel, tu avais à un moment donné envie de faire quelque chose qui avait plus de sens pour toi. Et est-ce qu'aujourd'hui tu sais me dire vraiment cette activité professionnelle, ce qu'elle t'apporte dans ton quotidien ou dans ta psychologiquement, etc. Déjà, ça a été un enrichissement énorme parce que je connaissais pas en fait les abeilles sauvages. Je connaissais les abeilles à miel comme quasiment tout le monde, mais les abeilles sauvages je connaissais pas. Donc j'ai appris énormément. Et à titre personnel, se lever le matin en te disant je vais travailler, je vais gérer un projet, donc comme ce que je pouvais faire avant, mais je le fais pas pour vendre tel produit alimentaire ou tel produit alimentaire, je vais le faire pour essayer de sauver des abeilles. C'est juste, c'est génial. Donc voilà, c'était retrouver cet équilibre entre ce qui m'intéressait moi dans ma vie perso, ce qui était important pour moi, et ce pourquoi je me lève tous les matins, et voilà, mon travail, quoi. Et tu peux me raconter une journée type que tu fais, je sais pas, qu'est-ce que tu fais le lundi? Alors nous, on a un fonctionnement, en plus d'avoir une activité qui est hyper chouette, on a un fonctionnement en interne qui est assez particulier. On est en train de travailler pour obtenir un label d'entreprise à mission. Donc c'est vraiment se créer des contraintes, entre guillemets, pour prouver que notre entreprise, elle a un impact positif socialement, donc sur les hommes, sur la biodiversité, etc. Et en interne, le dirigeant a vraiment une vision managériale assez originale, même si c'est hyper vertueux, mais c'est quelque chose qui est assez peu fait aujourd'hui, avec énormément d'autonomie. Donc on a beaucoup de télétravail, même avant la période de crise sanitaire, on était déjà beaucoup en télétravail. Si on a besoin de s'absenter 1 heure ou 2 dans la journée pour des raisons perso, on peut le faire. Ça repose vraiment sur la confiance, l'autonomie. Et donc une journée, il n'y a pas vraiment de journée type finalement. Je me lève le matin, je vais voir ce que je veux faire, ce qui est important pour mon projet, mais j'ai pas de fiche de route. Personne va me dire aujourd'hui il faudrait que tu fasses ci, il faudrait que tu fasses ça. C'est en fonction de ce que j'estime être important pour le projet à l'instant T. Donc il va y avoir de la communication, on communique par email, la rédaction des gazettes, faire évoluer le projet d'un point de vue technique. Donc on est déjà à la 2e version du dorlotoir, qui est la petite maisonnette. On est en train de sortir une 3e. Il y a la recherche de nouveaux fournisseurs, créer de nouveaux partenariats, tout ce qui permet de développer en fait le projet, un peu comme une mini-entreprise au sein d'une entreprise, la faire vivre de A à Z. Il y a un peu de logistique, un peu de comptabilité, de la communication, du marketing, du commerce, voilà. Et vous avez des objectifs ou un idéal où vous voudriez que votre entreprise soit, du coup? L'idéal, c'est d'arriver à déjà rendre autonomes les projets. C'est des projets qui sont assez jeunes aujourd'hui, qui doivent être encore développés, il faut qu'on se fasse connaître. Donc l'objectif à un instant T, là, pour les dorloteurs, c'est de faire connaître encore plus à la fois les abeilles sauvages et l'initiative, et impliquer. Alors on a vu que sur les particuliers, on était à peu près 3500 personnes, mais il y a d'autres acteurs qui peuvent avoir des actions fortes. Les entreprises peuvent aussi dorloter des abeilles, on a une offre dédiée pour les entreprises, les collectivités. Les mairies aujourd'hui, on sait qu'elles vont installer par exemple des bacs à compost ou offrir des poules à leurs administrés pour les déchets ménagers, et voilà, enfin les déchets organiques. Pourquoi les mairies ne s'engageraient pas à installer un dorlotoir chez tant de personnes de leur commune pour avoir autant de zones de biodiversité, de redéveloppement des abeilles sauvages? Voilà, là l'objectif aujourd'hui, c'est de faire connaître et développer l'activité. Et du coup, si jamais une personne qui écoute ceci et qui a envie qui est intéressée, du coup, il suffit d'aller sur votre site internet et tout est
clair et limpide. Tout à fait, j'espère. Donc c'est le site lesdorlauteur.fr et tout est expliqué. Il y a pas mal d'infos aussi sur les abeilles sauvages, sur l'importance de les protéger. Et si une personne qui nous écoute a envie de s'engager, elle peut s'abonner, devenir un dorloteur ou une dorloteuse d'abeilles, recevoir sa petite maisonnette, ses cocons et puis se lancer pour une aventure d'1 an avec nous. Comme je vois qu'il y a t'as des dorloteurs, des dorlotoirs qui sont dehors là, parce que nous sommes chez toi, on peut aller les voir et que tu me montres un peu le système. Parce que ça c'est déjà la deuxième version en fait. Ouais. Du coup, je t'explique un peu comment ça fonctionne. Oui, je veux bien que tu me montres. Alors du coup, c'est une petite maisonnette dans laquelle il y a des tubes en carton et des tubes transparents. Donc les tubes transparents, c'est ceux dans lesquels on peut observer les abeilles qui font leur nid. On voit le nid en construction, après les œufs qui sont pondus, qui se nourrissent du stock de pollen, qui donnent des larves du coup qui grandissent et qui ensuite forment un cocon. Et c'est dans ce cocon-là que la larve deviendra abeille et qu'elle pourra éclore au printemps suivant. Il y a en tout une 30aine de tubes. Il y en a 5 qui sont transparents, qui restent à demeure chez le dorloteur. Et tous les tubes en carton, dans lesquels les abeilles feront leur nid, pourront être retirés à la fin de l'été et nous être envoyés en l'état. Donc il y a vraiment très peu de manipulation. Nous ensuite on récupère ces tubes en carton et c'est notre boulot technique d'en extraire les cocons, de les nettoyer, etc. Donc la manipulation du dorloteur ou de la dorloteuse, c'est vraiment très simple et ça prend 5 minutes par an, quoi. Ah oui, donc là tu as le petit toit qui se soulève et voilà. Du coup tu vois tous les tubes dont... En fait les trucs d'observation ils sont juste au-dessus si tu veux voir les abeilles, c'est ça? C'est ça. On a placé 5 tubes d'observation sur le dessus, donc ce sont les tubes qui sont transparents. Et sous le toit, il y a une petite chambre d'éclosion. Et donc en fait, quand on reçoit les cocons au début du printemps, ils arrivent dans une petite boîte ronde qui vient s'insérer dans le toit. Les cocons vont éclore donc dans cette petite chambre d'éclosion et les abeilles vont pouvoir sortir par une petite porte qui a été pensée pour elles. Et comme ça, elles peuvent éclore en toute tranquillité. Et une question un peu bête, mais parce que ça va limite un peu de soi, mais qui a choisi les dorloteurs comme nom? Pourquoi c'est les dorloteurs? C'est l'idée de protéger les abeilles. On veut pas être une énième initiative scientifique un peu rébarbative où on explique tous les chiffres alarmants, etc. L'idée c'est de donner envie, quoi. Les dorloteurs, je trouve que ça image bien. On dorlote des abeilles et ça a un petit côté ludique qu'on essaye d'avoir même dans les gazettes mensuelles où il y a vraiment des données techniques, des infos techniques. L'idée c'est pas d'être trop scientifique et qui vont pas intéresser les gens, c'est justement d'aborder ça sous un angle plutôt positif. On sait qu'il y a des choses qui sont critiques en ce moment, que l'homme a fait beaucoup de mal à la biodiversité, mais on peut faire quelque chose. Il faut voir ça sous un angle positif, ne pas voir tout ce qui n'a pas été fait ou ce qui a été fait négativement, mais voir tout l'impact positif qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc voilà, les dorloteurs, on dorlote des petites abeilles chez soi avec le sourire. Si vous souhaitez rejoindre la famille des dorloteurs ou en savoir plus sur le projet, des liens sont disponibles en description de l'épisode. Retrouvez le podcast sur Facebook et Instagram @lavivaoupodcast et n'hésitez pas à écrire à lavivao@gmail.com. À bientôt.